Eh bien, je vois Thierry Chapuis parmi nous, et donc nous allons terminer cette journée avec Thierry du CNES, Centre national des études spatiales, et vous allez nous parler de cette tradition, de cette longue tradition de l'espace et des robots au CNES. Merci beaucoup d'être avec nous. Bien, bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être parmi vous. Je m'appelle Thierry Chapuis, je travaille au CNES, donc l'Agence spatiale française, et je fais partie du département stratégique, et dans ce département, je fais partie de la nouvelle division pour l'espace, et mon rôle est de promouvoir l'utilisation des données, des technologies de l'espace dans le secteur agricole. Et donc, vous allez peut-être vous demander pourquoi le CNES est ici, quel est le lien entre le CNES et les robots. Eh bien, peut-être quelques mots au sujet du CNES. Le CNES, donc c'est l'Agence spatiale française, la NASA française. Alors, on n'est pas aussi gros que la NASA, mais nous sommes quelques 2400 personnes, et à Toulouse se trouve notre principal centre technique avec 1400 personnes. Le siège est à Paris. Et donc nous avons un pas de tir à Kourou, et nous avons également des sites pour nos lanceurs dans la région parisienne. Alors notre budget, nous sommes financés par le gouvernement, on a un budget à 2,6 milliards d'euros, et la moitié de ce budget est dédié à l'Agence spatiale européenne. Et tous ces programmes scientifiques, vous avez peut-être entendu parler de cela, mais tout ceci, un certain nombre d'activités sont gérées par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et donc voilà, qui est cofinancée par le CNES. Et donc, si l'on regarde les efforts spatiaux de la France, nous sommes deuxième au monde. Alors, il y a d'abord les Américains. En termes de budget, nous sommes les deuxièmes. Et en termes d'écosystème, il y a quelques 70 000 personnes qui travaillent donc dans le spatial. Alors, les robots et l'espace. C'est une longue histoire, c'est une très longue histoire. Et quand vous voyez cela, vous comprenez que lorsque vous travaillez pour le CNES, on a affaire au robot. Un lanceur, c'est un robot, tout est automatique dedans. La seule chose que l'on peut faire, c'est détruire le lanceur à distance si les choses vont de travers. Donc, on n'a pas trop envie d'appuyer sur ce bouton rouge. On évite de le faire si on peut, en tout cas. Alors, les satellites, mis à part les satellites géostationnaires, leur vitesse d'orbite, c'est la même vitesse que la Terre. Ils vont à la vitesse de la Terre. Mais pour les autres satellites, on ne les voit pas très souvent quand on essaie de les observer. Autrement dit, vous serez en contact avec eux peut-être 20 minutes par jour. Et donc, par conséquent, ce satellite doit être autonome. Et donc, il faut pouvoir télécharger des programmes, ne serait-ce que pour pouvoir programmer le téléchargement des images. Donc, il y a ici une photo du projet Mars que vous avez certainement reconnu. Alors, en l'occurrence, là, il faut comprendre que le temps qu'il faut pour un signal pour qu'un signal vienne de la Terre et qu'il aille à Mars, il faut 20 minutes pour la commande. Et la réponse met 20 minutes aussi également. Donc il faut attendre 40 minutes avant d'avoir une information. Et donc pendant les phases très critiques,
qui sont l'amarcissage, l'atterrissage d'un robot sur Mars, tout doit être autonome. Hein. Il faut que tout aille bien, parce que s'il y a le moindre programme, le robot va s'écraser à la surface de Mars. Et puis là, vous pouvez avoir la sonde Philae, qui a été sur une comète. Ici, pareil, on avait un problème de distance. Et là, la communication entre la sonde et le satellite, on peut voir que le satellite orbitait la comète et était en contact avec le système au sol. Et là encore, par exemple, le temps de transmission est long et donc il faut être autonome. Et donc, en ce qui concerne notre méthodologie, eh bien, on a besoin de fiabilité, on a besoin de sécurité. Et dans le cadre de l'arboriculture et de l'agriculture, il y a également beaucoup de questions liées à la sécurité, parce qu'il faut s'assurer que le robot fera le travail pour lequel il a été prévu et ne fera de mal à personne. Alors, pour vous expliquer peut-être les liens qu'il y a entre les technologies spatiales, les données spatiales et l'agriculture, peut-être un petit aperçu. Alors, tout d'abord, vous avez l'observation de la Terre. Ici, vous avez un bon exemple du satellite Sentinel-2, qui est un satellite qui est extrêmement utile pour l'agriculture, une résolution à 10 mètres et couverture mondiale. Avec cela, on peut faire du contrôle de culture, on peut faire des prévisions de rendement et on peut optimiser les informations des agriculteurs. Donc on a déjà là des outils qui dépendent de ces images. Et ces images, on les obtient gratuitement parce que c'est financé par la communauté européenne, l'Union européenne. Et toutes les informations qui viennent de ces satellites sont entièrement gratuits. Alors, deuxièmement, on a le GNSS. C'est la deuxième image. Alors, ça n'est plus le GPS. Le GPS était le premier système. Maintenant, on a 4 systèmes. GPS, Galileo, le système européen, GLONASS, qui est le système russe, et Beidou, qui est le système chinois. Alors, si l'on considère l'agriculture, on se retrouve avec des cartes, en fin de compte, des systèmes d'information géographique, et on a besoin de trouver ces informations. Tout doit être situé aussi précisément que possible. Et puis, il faut également pouvoir dater les informations, parce qu'on a besoin d'un historique. Et un point très important du GNSS, c'est que on a un horodatage. C'est très précieux parce que on a ce système partout dans le monde. Donc c'est quelque chose qui est très efficace, très efficient, très intéressant comme service. Et pour la collecte de données, s'il y a un certain nombre d'implications sur votre smartphone ou tablette, vous pouvez les utiliser. Et puis ensuite, le guidage. Le guidage, c'est important pour les robots. Et là, on aura quelques diapos là-dessus. Mais pareil, pour les robots, il faut être très précis. Parce que si vous voulez désherber, par exemple, dans un champ, alors, il faut être plutôt précis. Et là, en l'occurrence, le GNSS, c'est le capteur principal qui guide les robots. Et ensuite, dernier point, il y a la communication satellite. La communication satellite, alors... on a parlé de l'utilisation de données numériques et on aura de plus en plus de capteurs in situ. On va pouvoir mesurer l'humidité des sols et puis bien sûr on veut pouvoir connecter ces capteurs avec les champs. Et en règle générale, si on a un système au sol, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Mais il y a certains cas où on n'a pas de système au sol et si l'on considère se tourner vers à l'international, vous verrez qu'il y a des problèmes où il est très difficile d'obtenir une bonne connectivité. Et donc nous, au CNES, nous avons développé une constellation de 25 satellites. La constellation s'appelle Kineis et l'idée de cette constellation, c'est d'obtenir l'Internet des objets, le IoT, des capacités donc d'Internet des objets, et il devrait être opérationnel cette année et l'année prochaine. Donc le premier lot de satellites devrait être lancé au mois de juin.
Voilà, donc j'aimerais parler du problème de la mesure de la performance. Comment est-on sûr que le robot est sur la bonne trajectoire? Et donc, nous avons organisé des activités. Il y a longtemps, c'était en 2016, pardon, avec donc une entité qui est un laboratoire qui est spécialisé en métrologie et en GNSS. Et nous avions un projet en 2016 avec Nayo. Tout le monde connaît Nayo. Et à l'époque, vous pouvez voir une des toutes premières versions de Dose. Et lorsque on a parlé avec nous, à l'époque, ils n'utilisaient pas le GNSS différentiel. Et donc, il pouvait avoir des problèmes avec les virages. Les virages n'étaient pas assez précis et on n'était pas sûr que le robot pouvait passer d'un rang à l'autre. Donc, à l'époque, avec le GNSS, on a développé une technologie qui s'appelle le PPP, Precise Point Positioning, donc positionnement de points précis. Et on l'a intégré à ce robot OSE et on était plutôt content des résultats parce que, comme vous pouvez voir sur ces photos, les trajectoires étaient plutôt bonnes. Et puis, on était également assez satisfait du comportement du robot dans la serre, une serre en plastique. Et donc, et Nayo a compris à l'époque que il fallait différentes solutions, y compris pour OSE. Et c'est le cas. Donc, parce qu'il y a un problème de météo. Si on veut tester la précision d'un robot, la question c'est de dire quelle est la trajectoire de référence. Et c'est pas facile, parce que si on veut être précis à 2-3 cm près, théoriquement, la trajectoire de référence devrait être meilleure. Et donc, avec Guide, on a travaillé sur cette question. On a travaillé avec Agreen Culture également. C'était en 2019. J'en vois certains ici. Et nous avons intégré à bord de leur robot une unité de mesure inertielle pour avoir une meilleure trajectoire de référence. Et puis, nous avons réalisé un certain nombre de tests. Alors, tout d'abord, des tests plutôt élémentaires. Et ensuite, voilà. Bien, donc nous avons réalisé des tests opérationnels filmés par drone, comme vous pouvez le voir. Et il était assez intéressant de voir la répétition de la trajectoire. Et donc le système était intégré au robot. On a réalisé ces tests dans un champ pas loin de Toulouse, dans le magnifique Lauragais. Et là, vous avez une bonne idée de ce dont un robot a besoin pour être répétitif et avoir la même trajectoire, notamment quand il fait son petit demi-tour. Alors, deux projets maintenant. Le premier, c'est le programme NAVISP. Et donc, le CNES a contribué également au projet AGC Box. C'est un projet qui est terminé. Et nous avons obtenu un nouveau contrat dans le cadre du plan de relance, programme français. Et ce projet avait trait aux aspects sécuritaires. Et la question était, si vous voulez être sûr que votre robot reste à l'intérieur de la zone de travail, quoi qu'il arrive, alors il faut faire confiance dans la rotation calculée par GNSS. Alors,
en ce qui concerne GNSS, on a besoin de messages de correction. Si on n'a pas de message de correction, alors il n'y a pas de précision. Et donc la question est, vos messages sont-ils corrects? Avez-vous des problèmes liés à la fiabilité de vos messages? Et donc ça, c'était un petit peu l'objectif de ce projet. Et ce projet fut mené en collaboration avec Terea. C'est une entreprise, Terea est une entreprise qui réalise la correction de messages et fait des messages précis. Bien, ici c'est un peu différent. Là j'ai un exemple. Bon, vous avez un robot, on pourrait imaginer que ce robot pourrait avoir une carte de modulation et réaliser des modulations. Ça pourrait être, je sais pas, il pourrait avoir des produits phytosanitaires qui seraient pulvérisés. Et donc on a eu un projet, d'ailleurs il n'est pas terminé, avec Rémi Martin, producteur de cognac. Et l'idée, c'était de voir si nous étions capables d'avoir une idée de la vigueur d'une rangée. Et ici, à l'image, on voit qu'il y a de l'herbe entre les rangs. Et donc, si on veut vraiment connaître la rigueur du rang, alors il faut vraiment avoir une excellente résolution. L'image doit avoir une excellente résolution. Et donc, on a utilisé des images de satellites, notamment du dernier satellite d'Airbus Défense. Et donc là, on avait une photo en noir et blanc avec et donc nous avons développé un algorithme afin d'arriver à détecter les rangées automatiquement. Donc on a détecté les rangées et les rangées détectées, nous avons sélectionné les pixels qui appartenaient au rang pour calculer la vigueur. Et donc là où il y avait des points blancs, ben, il n'y a pas de plan. Là où il y a du blanc, il n'y a pas de plan. Ou alors des niveaux très faibles de végétation. Et là où les points étaient en rouge ou en rouge foncé, là on avait des plans vigoureux. Donc on pouvait utiliser ça pour, ma foi, les applications d'engrais, de fongicides. Et puis c'était également une bonne façon d'avoir une idée des plants morts ou manquants, qui est un problème dans les vignes. Alors ça, c'est ma dernière diapo. C'est une blague, une plaisanterie, mais quel est le prochain marché? Alors parce que je travaille dans le spatial, je me suis dit, bah, peut-être que c'est Mars. Il peut y avoir des projets sur Mars. On pourrait il y a des projets d'envoyer l'homme sur Mars, très difficile. Imaginez, il y a des hommes sur Mars, bah, il faudra les nourrir. Et je suppose que certains d'entre vous ont dû voir ce film, Seul sur Mars. Et donc, ça c'est mon collègue qui l'a fait parce que moi je ne sais pas faire, mais j'ai mis des robots Nayo à la surface de Mars. Il y a le dino qui fait des salades. Je crois que dans le film, il faisait des patates. Mais peut-être que ça n'est pas l'endroit idéal pour faire de l'agriculture parce qu'il n'y a que des rochers sur Mars. Donc voilà. Merci de votre attention. Merci infiniment Thierry. Voilà, donc c'était la dernière intervention. Avons-nous des questions? Alors Thierry, alors le CNES a dû partager des informations avec le marché de la robotique agricole, je suppose, il y a longtemps, mais je me demandais si la technologie aérospatiale a donné naissance à la robotique agricole. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout? Est-ce que ce sont des projets parallèles? Parce qu'effectivement, ce sont deux mondes assez séparés. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Alors,
Je pense que là, il y a deux choses. Deux choses. La première, en ce qui concerne le GNSS, c'est fondamental pour un robot. Et donc, on peut faire ça parce qu'on a des constellations. Et il vaut mieux avoir 4 constellations qu'une seule. Autrement dit, si vous voulez, la constellation Galileo, qui est une constellation très performante, c'est une bonne chose pour les robots. Ensuite, en ce qui concerne les performances du GNSS, ils sont utilisés par les agriculteurs, mais pas que. Donc, si vous voulez, tous ces algorithmes, ces technologies qui sont disponibles aujourd'hui pour les robots ont été développés précédemment, auparavant. Donc, effectivement, la technologie spatiale a mis en place un certain nombre de technologies. Ces technologies existent et donc l'agriculture peut utiliser ces technologies qui existent. Alors, et quelles sont enfin, autour de Toulouse, quelles sont les prochaines étapes, hein, si ce n'est à part planter des salades sur Mars? Écoutez, considérant le marché, la sécurité, c'est un vrai problème. Enfin, un problème. Il faut vraiment s'atteler à régler la question de la sécurité. Parce que si vous avez besoin d'avoir quelqu'un à côté du robot, on aura un problème économique. Il faut qu'il y ait en permanence une présence humaine. Donc, et c'est pas facile de garantir la sécurité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est économique. Il y a le prix du produit. Et quand on parle avec les agriculteurs, la question c'est, ok, je dois investir, mais c'est quoi le retour sur investissement? Et ça, ce sont des questions très intéressantes. Et je crois clairement que les robots ont leur place dans le domaine agricole, notamment pour le désherbage. Et puis un aspect écologique qui est très intéressant également, parce que parfois on n'a plus besoin d'utiliser d'herbicides. Mais bon, il faut du temps. Et puis ça n'est pas le cas que pour les robots. Il faut du temps pour mettre en place la technologie. Et puis ensuite, il faut encore un temps pour que cette technologie se retrouve dans les exploitations agricoles. Ok, eh ben merci beaucoup. Merci à tous. Je pense que l'on peut applaudir Thierry. Merci à vous tous. Nous sommes ici rassemblés dans le cadre du FIRA 2024. Grâce à tous les orateurs, grâce à vous tous, grâce à la traduction, merci monsieur. Nous avons également un certain nombre de démos dehors, donc merci à tous, bon FIRA, bonne visite à Toulouse, au Sicoval et en Occitanie.